Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Y a-t-il une démocratie en Amérique? Une provocation, un clin d'œil à Tocqueville, à son témoignage des années 1830, à son analyse de la démocratie? Pas seulement. Les jours passent aux États-Unis et Donald Trump remet en cause des évidences. Jusqu'à quel point? Comment? Pourquoi? On va voir ça ce matin avec nos deux invités. Bonjour Anne Désine. Bonjour. Juriste et américaniste, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Votre dernier livre, Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale, aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Je salue également l'historien Olivier Burtin. Bonjour. Bonjour. Maître de conférences en civilisation des États-Unis à l'université de Picardie, Jules Verne à Amiens. Ce tourbillon de décisions, je crois qu'on peut le qualifier ainsi, tourbillon de décisions, des journalistes empêchés de faire leur travail, des agences fédérales liquidées en quelques minutes, des affidés placés à des postes stratégiques, le milliardaire Elon Musk tout-puissant, on l'entendait encore il y a quelques instants dans la revue de presse. On a du mal à trouver les mots pour décrire ces événements en ce moment aux États-Unis. Est-ce que la démocratie vacille? Est-ce la bonne manière de le dire, Anne Désine? Alors avant, à votre liste de ce que j'appelle moi une avalanche de nouvelles, je rajouterai le nombre d'actions en justice et le nombre de décisions de justice. La plupart défavorables à Trump, mais certaines pour des raisons de procédure, de recevabilité, qui semblent lui être favorables. C'est-à-dire qu'il refuse de bloquer le gel des crédits, qui refuse de bloquer des licenciements, etc., parce que ce n'est pas la bonne juridiction ou parce que les demandeurs, les plaignants, comme on dit en anglais, plaintiffs, n'ont pas ce qu'on appelle l'intérêt à agir, c'est-à-dire ils n'ont pas montré un préjudice suffisant. Donc il y a tout ça. Mais moi, ce qui me frappe, si je prends un peu de recul, c'est le fait que Trump est au deuxième plan. Rappelons-nous l'image, lorsque Trump fait son gesticulation dans le bureau ovale, Trump est assis, il y a le gamin de Musk, il y a Musk, et lui est là. Et pour moi, c'est emblématique de la situation. Si on analysait une analyse de contenu, je pense qu'on constaterait que le nom de Musk revient en permanence et beaucoup moins celui de Trump. Donc, quelque part, je me demande si et Trump et la droite conservatrice radicale, qui voulait le démantèlement, qui voulait toutes ces choses, n'ont pas été un petit peu dépassés par les événements. Ils étaient prêts à le faire, mais grosso modo en respectant les règles. À cet égard, le fait que Vivek Ramaswamy, le millionnaire de la tech, qui faisait partie du bureau Doge à l'origine... Le bureau Doge chargé de démanteler voilà, l'État et donc les entraîné agences, par Elon voilà. Musk. Il est parti où il a été mis dehors parce qu'ils avaient des conceptions différentes. Lui voulait le faire, il avait analysé des points faibles de la bureaucratie parce qu'il y a des points faibles, parce qu'effectivement, il faut dégonfler un certain nombre de choses et il s'apprêtait à travailler méthodiquement. Mais Musk a dit, moi, c'est la tronçonneuse. Et donc, première idée que je garderai, Trump est maintenant à l'arrière-plan et on ne parle que de Musk et de son conflit à la fois avec la droite traditionnelle radicale, les milliardaires qui veulent baisse d'impôts et dérégulation, mais aussi la base MAGA. La base MAGA qui n'a pas envie qu'on supprime ses Make aides. America Great Again, je le rappelle simplement pour l'acronyme. Et peut-être la deuxième... Non, je vais arrêter pour le moment. Et on a du temps pour continuer à en parler. Simplement, je retiens ce que vous nous dites là. Ce que vous nous décrivez, c'est le début d'une présidence Musk, pas d'une présidence Trump. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Burtin? Moi, pour répondre à votre question directement, je dirais oui, clairement, je pense que la démocratie américaine en ce moment est à genoux. Elle existe encore, bien sûr, c'est une démocratie qui est forte, qui a des racines profondes dans la société américaine. Mais je crois que clairement, ce qu'on est en train de voir, on est à peu près à un mois après l'investiture de Trump, c'est le début de la mise en place d'un régime qui n'est plus exactement une démocratie libérale et qui pourrait se transformer à terme si Trump n'est pas arrêté par plusieurs obstacles qui continuent d'exister, on pourra en parler plus tard, qui pourrait se transformer en ce que les politistes appellent souvent des démocraties illibérales ou des régimes autoritaires compétitifs dans lesquels on maintient une façade de démocratie avec des élections qui continuent d'arriver, mais dans lesquelles ces élections ne sont plus impartiales et l'état de droit, le pluralisme politique, la liberté de la presse parmi d'autres droits ne sont plus respectés. À mon avis, c'est là-dessus, c'est vers ça qu'on se dirige. Encore une fois, on n'en est pas encore là, pas pour l'instant. Il y a des contre-pouvoirs qui continuent d'exister, mais c'est la direction que les États-Unis sont en train de prendre. Le rôle d'Elon Musk dans cette direction-là, tel qu'Anne Désine le décrivait à l'instant?
Faut se rappeler quand même que Musk n'est pas un allié de longue date de Trump. Il s'est rattaché à Trump assez tard dans la campagne présidentielle. Au début, il avait soutenu plutôt le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Donc, je pense que même s'il fait tout un travail pour afficher sa proximité avec Trump sur les réseaux sociaux et ailleurs, Trump n'hésitera pas à se séparer de lui. Il y a déjà des premiers soubresauts qui ont lieu dans la société américaine en réaction justement aux coupes profondes dans l'État américain. Une fois que ces soubresauts se seront généralisés, que l'opposition montera véritablement, je pense que Musk ne fera pas très long feu dans le gouvernement Trump. On pourrait, je le disais, multiplier les exemples de dysfonctionnement, les exemples de rupture, parfois spectaculaires. Prenons-en un symbole, ce bras de fer entre le président et les journalistes, notamment AP, Associated Press, la grande agence de presse. Donald Trump interdit aux journalistes d'AP maintenant l'accès au bureau ovale. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous le savez, il a rebaptisé le golfe du Mexique Golfe d'Amérique et que les journalistes d'AP, dans leurs articles, dans leurs dépêches, refuse cette dénomination. Écoutez la question d'une journaliste en conférence de presse. The question here is this setting a precedent that this White House will retaliate against reporters who don't use the language that you guys believe reporters should use? And how does that align with the First Amendment commitment? Précédent où la Maison-Blanche pourra punir les journalistes qui n'utilisent pas le vocabulaire que vous considérez comme pertinent. Et en quoi est-ce que cela respecte le premier amendement ? Ça, c'est la question. Voici la réponse de Caroline Leavitt sur les journalistes exclus de la Maison-Blanche. I was very upfront in my briefing on day one that if we feel that there are lies being Mon pushed premier by briefing others était très clair. Si nous considérons que des journalistes présents ici disent des mensonges, nous dénoncerons ces mensonges. C'est un fait. Les eaux au large de la Louisiane s'appellent le golfe d'Amérique. Je vous vois sourire, Anne Désine. Oui, enfin sourire ou de désespoir. Pour revenir à votre question de la démocratie, l'un des piliers de la démocratie, où en fait le mot qu'utilisent les Américains, c'est rule of law, la primauté du droit. Le droit est au-dessus et pour qu'il y ait primauté du droit, il faut les contre-pouvoirs sur lesquels on reviendra et il faut la liberté de la presse et un certain pluralisme. On sait ce qui s'était passé durant le premier mandat, donc on savait bien que la presse et les médias sont l'ennemi du peuple et qu'ils seraient maltraités. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on franchit encore une étape. Et non seulement AP est exclu de la Maison-Blanche, mais je lisais là, en venant ici que la Maison-Blanche a annoncé qu'ils allaient sélectionner Press Pool, donc un certain nombre de journalistes bien pensants et loyaux. Et seuls ces journalistes auraient la possibilité de poser des questions et d'être dans la Maison-Blanche. Alors que jusque-là, et depuis plus d'un siècle, c'est l'association de la presse présidentielle qui déterminait les journalistes habilité à suivre le président dans ses déplacements et dans ses interventions. Et l'autre élément, c'est que il faut noter chez les journalistes et chez les groupes de presse et de télévision une sorte d'autocensure et de désir de ne pas choquer Trump. Moi, je pense à un exemple, ABC qui a transigé pour 25 millions de dollars dans la plainte en diffamation que Trump avait intentée contre eux. C'est très très compliqué, c'est l'histoire de New York. Est-ce que c'était une agression sexuelle ou un viol ? En fonction du droit de new-yorkais, on n'a pas le droit de dire viol et les juges n'ont pas conclu au viol, mais à l'agression. Et ABC, le journaliste, avait mentionné le mot viol. Immédiatement, Trump a attaqué en diffamation. Et alors qu'ABC avait de grandes chances de l'emporter, parce que la charge de la preuve est très lourde aux États-Unis, ils ont préféré transiger. Et il y a plusieurs exemples de ce type. Et au niveau des universités, qui serait un autre contre-pouvoir dont on parlait, il y a une réticence des présidents qui annoncent à leurs professeurs, à leurs étudiants, gardez profil bas, il ne faut pas qu'on attire l'attention sur nous, sinon on va nous supprimer nos crédits, en plus de nous supprimer les programmes sur le genre, la diversité, etc. Ça c'est intéressant, Olivier Burtin, parce que c'est aussi la capacité et la volonté de la société civile, du corps social américain, de résister ou pas à ces ruptures brutales, à ces violences. Oui, absolument. Je crois que ce qu'on est en train de voir avec les exemples que vous avez cités, celui d'AP et aussi des universités, c'est l'un des premiers exemples de la tentative de Trump et du mouvement conservateur de faire de l'État américain, de l'État fédéral, le bras armé en fait de leur idéologie. C'est-à-dire au lieu, en rompant en fait avec une idéologie libertaire traditionnelle qui voudrait plutôt réduire l'État à sa portion congrue, le limiter à sa fonction régalienne, etc. Là, ce qu'on a
a, c'est plutôt justement une volonté de l'utiliser pleinement, de toutes ses ressources possibles, pour essayer de enfin atteindre les objectifs que le mouvement conservateur s'était fixé depuis très longtemps. Là, on voit notamment sa volonté de punir ses adversaires, de faire taire ses critiques dans les médias, essayer aussi de coopter la société civile, notamment le monde des affaires avec les GAFAM par exemple, on pourra en reparler, mais très clairement c'est un exemple de la volonté des conservateurs aux États-Unis enfin d'utiliser pleinement le pouvoir étatique au lieu de se contenter de le réduire au minimum, ce qui avait été vraiment l'agenda du mouvement conservateur depuis plusieurs décennies. Mais qui résiste aujourd'hui ? Alors, je pense que le Parti démocrate, en grande partie, est encore dans une sorte de torpeur post-électorale dont il commence à sortir. Hein. Par exemple, il y a Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui est en train de commencer à lancer une campagne au niveau national contre l'oligarchie, qui résonne quelque peu. Mais clairement, les contre-pouvoirs aujourd'hui, même s'ils continuent d'exister, par exemple le fédéralisme aux États-Unis, les gouverneurs des différents États démocrates ont mené plusieurs actions en justice, notamment pour essayer de bloquer, par exemple, la tentative de Trump d'abolir le droit du sol. Voilà, le fédéralisme, le Parti démocrate. Un autre contre-pouvoir, c'est aussi tout simplement le fait que Trump est, faut se le rappeler quand même, assez impopulaire pour un président qui commence son deuxième mandat. Il est à peu près à 45% d'opinion populaire dans les sondages. Et cette cote de popularité chute ces derniers jours. Absolument. D'après plusieurs enquêtes. Donc on est aussi dans un système politique qui est extrêmement fragmenté, bicaméralisme. Il y a des élections de mi-mandat qui commencent déjà à pointer à l'horizon. Sa majorité au Sénat comme à la Chambre des représentants est très faible. Donc voilà, il y a quand même des contre-pouvoirs qui restent. C'est pour ça que j'avais dit au début que même si on assiste à la montée en puissance d'un régime plus autoritaire, on n'en est pas encore là exactement pour l'instant. Contre-pouvoir majeur, Anne Désine, les juges, la justice, des recours dans le pays, beaucoup. Une trentaine d'initiatives présidentielles ont déjà été bloquées par des juges. Quel est leur pouvoir réel aujourd'hui ? Alors, le problème, c'est que dans les contre-pouvoirs, effectivement, il n'y a plus le Congrès, puisqu'il est à la botte de Trump, il ne fera rien. Et donc, les démocrates étant minoritaires, ils ne peuvent rien faire, pas même contrôler les agences, rien. On en a parlé des médias. Les États ont de larges pouvoirs aux États-Unis. Mais Trump est en train de dire, si vous ne m'aidez pas pour l'immigration, je ne vous envoie plus de crédit. Et donc, en fait, il faut bien distinguer les gouverneurs qui, eux, cherchent à pacifier Trump, y compris le gouverneur de Californie, et les ministres de la Justice qui, eux, intentent les actions en justice en disant nous sommes différents du gouverneur. Donc les États cherchent à jouer sur un double tableau. Donc il reste les juges. Alors les juges, il y a deux idées. Ils ont été voulus par les pères fondateurs comme un rempart des libertés et comme protecteurs de la Constitution. Ce sont eux qui se sont chargés de dire le droit et donc de dire si le président a violé la loi ou la Constitution ou si le Congrès a violé la loi ou la Constitution. Ceci reste avec un certain nombre de bémols. Premièrement, le temps judiciaire est long. Donc toutes les décisions de justice que nous avons, ce sont des ordonnances qui correspondent à nos référés, si j'ose dire, qui bloquent à court terme, mais qui ne préjugent pas de la décision au fond. Et le problème, c'est que, et c'est là le deuxième point, je ne suis pas sûre que Musk et ses petits camarades, ses geeks, ses tech et compagnie, respectent ces décisions. Lorsqu'il leur a été donné l'ordre, par exemple, après qu'ils aient pris les données du département du Trésor, de les supprimer, il n'est pas du tout établi qu'ils aient supprimé ces données. Et donc, que peut faire le juge, que peut faire le système pour s'assurer que ces décisions de justice sont bien obéies ? C'est-à-dire que les individus qui sont théoriquement bloqués par l'ordonnance s'y conforment. Et pour le moment, on ne sait pas. Et à plus long terme, certaines affaires vont remonter jusqu'à la Cour suprême, mais pas toutes, peut-être celle du droit du sol, celle de impoundment, c'est-à-dire le gel des crédits qu'avait tenté Nixon. Et Nixon a été sanctionné. Le Congrès a ensuite voté une loi qui interdit, grosso modo, ou qui fixe des conditions pour ces gels des crédits. Donc ça, ce sont des points constitutionnels. Ça va remonter jusqu'à la Cour suprême. Et sauf si elle veut se discréditer totalement, je pense qu'elle va statuer contre Trump en disant le droit du sol, c'est dans la Constitution, 14e amendement. Impoundment, c'est interdit par la loi et la Constitution pour tout un tas de raisons. Mais il reste toutes ces petites décisions qui continue à cheminer. Et pendant ce temps-là, le démantèlement se poursuit. Pendant ce temps-là, les limogeages se poursuivent. La destruction en particulier du bureau des impôts, c'est-à-dire que les millionnaires et les milliardaires n'ont plus de soucis à se faire. Il n'y a plus de contrôle de leurs impôts. Ils peuvent violer la loi. Et Trump a bien incité même à utiliser la corruption. Donc tout va bien. La Cour suprême prête à contrer Trump. Pardonnez ma naïveté, Anne Désine, on nous a expliqué en long, en large et en travers
qu'il avait lors de son précédent mandat, tout fait pour contrôler via des nominations, cette Cour suprême. Vous la voyez se rebeller au nom de la défense de la Constitution américaine? Non, moi-même, dans mon livre, j'ai bien expliqué qu'elle avait été capturée par la droite, qu'il y a maintenant 6 conservateurs, dont plusieurs très, très radicaux. Mais là, je crois qu'il faut distinguer entre ces deux décisions constitutionnelles dont je parlais. Le droit du sol, s'ils disent que le droit du sol n'est pas dans la Constitution, alors que c'est inscrit... Il y a une petite phrase, c'est compliqué, mais vraiment, ce serait un ouragan. En revanche, sur toutes ces décisions qui vont remonter, qui traitent du rôle du président, est-ce que le président est tout-puissant au sein de la branche exécutive? Est-ce qu'il peut donner des ordres au procureur? Et ça, c'était une tradition non écrite qui disait que le ministère de la Justice et surtout les poursuites, l'équivalent de nos procureurs, sont indépendants. Mais au sein de la Cour suprême, les juges qui ont été nommés par Trump et ceux d'avant sont à la fois anti-avortement, c'est ce qu'on a beaucoup dit en France, mais ils sont surtout pour un exécutif très large parce qu'ils ont fait leurs armes au sein de la Maison-Blanche. Et le Chief Justice, Roberts, par exemple, est prêt à valider ce qu'on appelle la thèse de l'exécutif unitaire, c'est-à-dire tout ce qui dépend de l'article 2 de la Constitution, le président peut faire ce qu'il veut. On va continuer à évoquer cette toute-puissance ou cette non-toute-puissance présidentielle en puisant dans une vingtaine de minutes aux racines aussi de l'histoire démocratique américaine et de ceux qui combattent aussi cette tradition démocratique. Vous restez avec nous, Anne Désine, Olivier Burtin. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Y a-t-il une démocratie en Amérique? Nous retrouvons nos invités pour tenter de répondre à cette question alors que la démocratie américaine version Trump est bien malmenée depuis quelques semaines. Avec nous toujours l'historien Olivier Burtin, maître de conférences en civilisation des États-Unis à l'université de Picardie Jules Verne, et Anne Désine, professeure émérite à l'université Paris-Nanterre. On a commenté tout à l'heure l'actualité, c'était la première partie de notre émission. Je voudrais qu'on aille plus loin, au cœur de l'histoire américaine, de l'histoire de la démocratie américaine. Si on prend du recul, Olivier Burtin, êtes-vous surpris par ces tout derniers événements? Alors, il y a clairement des continuités dans l'histoire américaine. Là, c'est absolument pas la première fois que l'administration fédérale est politisée, bien sûr. Pour citer juste quelques exemples, le FBI, par exemple, donc la principale organisation dédiée au maintien de l'ordre aux États-Unis, au niveau fédéral en tout cas, a longtemps été politisé par son directeur, J. Edgar Hoover, depuis son arrivée à la tête de cette organisation dans les années 20 jusqu'à sa retraite dans les années 70. Donc, par exemple, contre le mouvement des droits civiques et Martin Luther King. On peut penser aussi à Richard Nixon, qui avait utilisé le département de la justice pour essayer de punir ses ennemis politiques dans les années 60 et début des années 70. C'est ce qui, bien sûr, avait amené au scandale du Watergate et en réaction à ce scandale, qui avait amené le Congrès à prendre toute une série de mesures pour essayer justement de rendre l'exécutif, un peu plus, en tout cas les agences de l'exécutif, plus indépendantes de la Maison-Blanche. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est en continuité avec ce mouvement, mais je pense que Trump va plus loin, dans le sens où on n'a pas simplement un individu, un président qui essaie de politiser l'administration pour arriver à ses fins, comme par exemple avec Nixon, mais on a un président qui essaie de le faire et qui en plus bénéficie du soutien d'un parti politique, le Parti républicain, qui aujourd'hui lui est entièrement acquis. Ce n'était pas le cas de Nixon. Nixon avait été forcé à la démission justement lorsque le Parti républicain lui avait intimé qu'il ne serait pas capable d'arrêter les charges contre lui et donc il valait mieux qu'il démissionne plutôt que d'arriver au bout de la procédure d'impeachment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le Parti républicain est entièrement acquis à la cause de Trump. Il n'y a plus aucune source de résistance au sein même du parti. Non seulement ça, mais en plus, c'est un parti qui s'est radicalisé, dont les élus aujourd'hui n'ont plus vraiment un attachement profond à l'état de droit ou à la démocratie et qui sont prêts à justement oublier ces différents obstacles, ces différentes normes institutionnelles pour arriver à la réalisation de leur projet politique. Anne Désine, faites-vous la même analyse, à la fois sur les points communs et les différences? Oui, il y a eu des violations tout le temps, des instrumentalisations du pouvoir. Là, c'est une question de dimension. Il est clair que la plupart des ministres qui ont été approuvés par le Sénat sont soit non compétents, comme le ministre de la Dépense, soit ont un historique qui nous laisse craindre le pire, que ce soit le ministre de la Justice, Pamela Bondi,
ou le directeur du FBI. Ils sont clairement loyaux à Trump et il n'y a aucun espoir. Je parlais tout à l'heure du fait que ce sont des départements qui ont traditionnellement joui d'une indépendance alors qu'ils sont dans la branche exécutive. Ils figurent à l'article 2. On sait qu'il va se passer ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Congrès, les élus qui sont en place actuellement ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui étaient durant le premier mandat. Durant le premier mandat, il y avait encore des républicains classiques, donc qui croyaient au libre-échange, qui croyaient à la primauté du droit, donc à la démocratie, etc. Au fil du temps, parce que Trump a envoyé contre eux des loyaux lors des primaires et que la plupart des élections se décident lors de l'élection primaire, en raison, on parlait de tribatouillage, mais en raison à la fois du découpage électoral et d'un certain nombre d'autres malversations politiques dans les États, ces élus traditionnels républicains ont été soit battus à l'élection primaire, soit ils ont décidé de ne pas se représenter. Et je ne parle même pas de ceux qui ont osé s'opposer à Trump, soit en votant la mise en accusation, soit les deux qui ont siégé à la commission sur l'insurrection, d'enquête sur l'insurrection du 6 janvier. Donc à la Chambre, il n'y a plus de républicains classiques, il n'y a plus que des MAGA qui ont abandonné tous les dogmes républicains, ils ne croient plus au libre-échange, etc. Et qui suivent Trump aveuglement. Là, cette nuit, hier soir est passé le projet de loi budgétaire qui est ahurissant. Bon, il va falloir la réconciliation avec le Sénat. Et au Sénat, où il y avait encore beaucoup de républicains classiques, là aussi, au fil du temps, ils étaient remplacés. Donc, il en reste une petite poignée. Est-ce que cette petite poignée, qui n'a pas su s'opposer aux nominations, ils auraient pu refuser les nominations les plus aberrantes ou les plus dangereuses, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que, compte tenu de l'augmentation des risques, parce que chaque jour qui passe, on voit de nouveaux dangers pour la démocratie, ils vont finir par faire quelque chose. Mais nous ne sommes pas là. Pour vous, là, c'est un point d'interrogation. Vous évoquiez la prise du Capitole, janvier 2021. Oui. On peut rappeler aussi les mots de Donald Trump ce jour-là. « Vous ne reprendrez jamais votre pays avec faiblesse ». Il s'adresse à ses troupes, à ses partisans. « Il faut faire preuve de force et il faut être fort ». Cette rhétorique-là, elle vient de loin aussi aux États-Unis, Olivier Burtin. Oui, elle vient de loin et je pense que ça pointe du doigt aussi un autre phénomène auquel on est en train d'assister. Si on s'éloigne un peu de l'appareil d'État et du Congrès, c'est aussi possible et probable dans les années qui viennent monter de la violence en politique. C'est-à-dire que Trump, l'une de ses actions les plus importantes, une fois qu'il a été investi pour son deuxième mandat, c'est d'accorder le pardon présidentiel à plus de 1500 personnes qui avaient été condamnées à des peines parfois très lourdes pour l'insurrection du 6 janvier 2021. Donc Trump, en leur accordant sa grâce présidentielle, a passé un message très clair, à savoir que ses partisans politiques n'auraient pas à craindre de poursuites judiciaires lorsqu'ils utiliseraient la force pour essayer justement de mettre en œuvre son programme. Et évidemment, quand vous envoyez ce signal, on peut s'attendre à ce que ce signal soit entendu. Et d'ores et déjà, les membres de différents groupes militants de la base du Parti républicain, mais aussi en dehors de ce parti, ont fait signe de leur intention, non seulement pour certains d'entre eux de se porter candidat aux primaires républicaines, mais aussi de porter leur revanche contre les procureurs, par exemple, qui les ont menés en prison, contre les juges qui ont pris des sanctions contre eux, etc. etc. Donc on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, des potentiels opposants à Trump y réfléchissent à deux fois avant de prendre des positions clairement opposées à son agenda, puisqu'ils sauront très bien que ces prises de position pourraient amener à des conséquences très lourdes pour eux ou pour aussi leur famille, bien sûr. Et encore une fois, si on a du recul et du recul historique, cette histoire de la violence politique, à quoi vous fait-elle penser ? Alors, il y a plusieurs échos dans l'histoire américaine. L'un des échos auxquels on peut penser, c'est l'histoire du régime qu'on appelle aux États-Unis le régime de Jim Crow, le régime de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui était un régime qui a été en place depuis la fin du 19e siècle jusqu'au mouvement des droits civiques dans les années 60. Un régime d'exploitation économique, de subordination sociale, d'exclusion politique vis-à-vis des Noirs américains, qui était mis en place via un terrorisme. Il faut dire les mots, un terrorisme racial via notamment le lynchage des Noirs américains qui a été en place pendant près d'un siècle et qui montre bien, je pense, que
il y a à peine 2 générations de ça, une bonne partie des Américains étaient tout à fait capables de mettre de côté des normes comme par exemple la démocratie ou l'état de droit ou le pluralisme politique pour justement arriver à leur fin idéologique. Et on était à une époque où la violence contre les Noirs était absolument... disons que l'État dans le Sud regardait ce genre de violence sans vouloir y apporter des conséquences. Je voudrais qu'on s'arrête sur le rôle, la capacité du président des États-Unis à exercer son pouvoir avec ou sans limite. Il y a un exemple, une référence, un président célèbre, vous commenciez à l'évoquer tous les deux, Richard Nixon, l'ancien président des États-Unis, interviewé ici, passage célèbre en 1977 par David Frost, question du journaliste écrivain, réponse de Nixon. Donc, en un sens, demande le journaliste, ce que vous dites, c'est qu'il y a certaines situations où le président peut décider que c'est dans le meilleur intérêt de la nation de faire quelque chose d'illégal. Eh bien, répond Nixon, quand le président le fait, cela signifie que ce n'est pas illégal. Anne Désine. Oui, alors c'est une réécriture de la notion de légalité, mais qui a été reprise par J.D. Vance, qui lui l'a transformée vice-président américain. Voilà, en legitimate. Il a dit les juges n'ont pas le droit de s'opposer à la politique légitime du gouvernement Trump. Et là, ça pose la grande question à partir du moment... Alors Nixon avait réécrit la notion de légalité. Et là, l'administration Trump réécrit la notion de légitimité. Et ça a été bien résumé par Trump ou je ne sais plus qui a dit tout ce que fait le président, si c'est pour le bien commun, c'est légal, on peut le faire. Donc il s'inscrit clairement dans les traces de Nixon. Et dès le début, on s'est rendu compte, avec toutes les violations, que Trump, c'était une sorte de Nixon bis. Sauf qu'à l'époque, et ça on l'a bien dit, les républicains ont été capables de dire à Nixon « nous voterons la destitution ». Ce qu'ils ne sont pas capables de faire, ils ne l'ont pas fait par 2 fois durant le premier mandat. Et maintenant... la destitution serait la seule arme, puisqu'en raison de la décision de la Cour suprême le 1er juillet 2024 accordant au président Trump et aux successeurs une immunité quasi totale, on sait qu'aucune action pénale contre un président n'est envisageable et n'a des chances d'aboutir. Il n'y a plus de garde-fou. Il n'y a plus de garde-fou, donc ni politique, l'impeachment, parce que ça nécessiterait que les républicains retrouvent un petit peu de courage politique. Pour le moment, ils n'en ont pas. Et pas de garde-fou juridique, puisque une action en justice au pénal est quasiment impossible. Essayons encore d'aller plus loin dans le fil historique. La puissance, la toute-puissance du président des États-Unis, par exemple au XIXe siècle, par exemple à l'époque de Tocqueville, qu'on commençait à évoquer tout à l'heure, quelle est-elle, quelle était-elle ? Mais beaucoup moindre. Il faut se rappeler le contexte de la Constitution. Les États-Unis, les colonies, avaient d'abord construit un petit État très faible qui s'appelait les articles de confédération, sans pouvoir supranational. Ils ont créé ensuite la vraie Constitution, 1787, en disant il faudra un pouvoir fédéral, mais les hommes ne sont pas des anges, donc il faut inscrire les contre-pouvoirs partout dans la Constitution. Et il y a effectivement 2 types de contre-pouvoirs. Verticaux, c'est la partage des compétences entre l'État fédéral qui a simplement des compétences d'attribution et l'État qui est le législateur de droit commun. Et puis surtout, tous ces contre-pouvoirs horizontaux entre les différentes branches et au sein de chaque branche. Au sein du Congrès, c'est le fait qu'il y a 2 chambres, élues selon des modalités très différentes. Et au sein de l'exécutif, le fait que le président, théoriquement, ne veut pas tout faire. Car le principe fondateur au sein de la Constitution, c'est vraiment, nous ne voulons pas une tyrannie, nous sortons du régime tyrannique du roi et du Parlement britannique, donc nous voulons des contre-pouvoirs. Et ce qui s'est passé au fil du temps, et c'est dû en particulier au rôle du président en matière internationale, mais pas seulement, c'est dû aussi à Roosevelt, le gonflement, toute cette création d'agences fédérales pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Le pouvoir présidentiel est devenu si fort que plusieurs auteurs de sciences politiques ont parlé de présidence impériale. Et là, je pense qu'on a encore franchi une étape parce que c'était une présidence impériale, parce que le Congrès a laissé passer un certain nombre de prérogatives en matière de déclaration de guerre. Théoriquement, c'est le Congrès qui déclare la guerre. Et là, le Congrès renonce à ses prérogatives fondamentales, celles de voter le budget, et à partir du moment où il a voté un budget, l'exécutif doit envoyer l'argent et exécuter le budget, et c'est ce qui ne se passe pas, puisque Musk coupe les ponts entre l'argent voté et les agences et les ministères qui doivent recevoir l'argent. L'ombre de la
tyrannie, vous avez prononcé le mot. Oui. Tocqueville le Et prononçait toujours. aussi, il étudiait, on y revient aussi, je le cite. Ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garantie qu'on y trouve contre la tyrannie. Olivier Burta. C'est vrai, alors Trump a ouvertement, ainsi que plusieurs de ses soutiens, a fait ouvertement mention plusieurs fois de son désir, de sa volonté de se porter candidat à un 3e mandat, ce qui serait normalement interdit par la Constitution. Moi, c'est pour ça, en fait, que, si vous voulez, que je pense que même si on parle souvent du concept de présidence impériale, je pense que ce concept est presque une sous-estimation, en fait, de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui aux Pourquoi ? États-Unis, dans le sens où le concept de présidence impériale, si vous voulez, ça met l'accent sur le président lui-même, sur ses intérêts personnels, sur sa volonté d'utiliser l'administration pour arriver à ses propres fins. Moi, j'ai l'impression que ce à quoi on est en train d'assister en ce moment, c'est plus large que simplement la personnalité du président lui-même. C'est véritablement la mise en œuvre d'un programme idéologique qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus dangereux aussi, celui du mouvement conservateur aux États-Unis. Et c'est pour ça, si vous voulez, que j'avais parlé juste au début dans l'intervention précédente de potentiel passage à une démocratie libérale ou à un régime autoritaire qui resterait encore compétitif, dans le sens où, à mon avis, parler de présidence impériale, ce serait vraiment sous-estimer, en fait, la profondeur du changement qui a lieu en ce moment dans le C'est régime plus grave que politique. ça, c'est ce que vous nous dites. Oui, je pense que si Trump arrive vraiment à ses fins, on ne sera plus dans une démocratie avec une présidence impériale. On sera dans un régime un peu à la Orban, à la Modi ou à l'Erdogan. Anne Oui, Désir. c'est ce que j'avais dit. Présidence impériale, c'était à la bonne époque de Nixon. Là, on est largement plus loin. Si j'ai envie d'utiliser d'autres mots, c'est autocratie, plutocratie, parce que c'est l'argent qui domine. C'est l'argent des milliardaires, c'est l'argent qui domine. Oligarchie aussi, peut-être. Oligarchie, voilà, exactement. Ce sont les 3 mots. Si on veut ne pas dire démocratie libérale, cette Alors, le expression mot qui revient aussi souvent, c'est fascisme, bien sûr. Oui, mais C'est-à-dire là, c'est que- différent. Moi, Non, bien sûr, oui. je suis d'accord avec vous. Je n'utiliserai pas le mot fasciste pour décrire le régime lui-même qui est en train de se mettre en place, mais clairement, l'inspiration idéologique à la fois dans la base et parmi certains des idéologues du mouvement MAGA, à mon avis, est clairement néo-fasciste. Et chez Trump, une aspiration fasciste pour vous ? Non, je pense pas. Je pense que Trump lui-même a toujours été opportuniste, mais lui-même n'est pas fasciste. Un mot, là aussi, revient. Pareil, fil historique, tout ça serait fait au nom du peuple. Et on revient aussi aux racines des États-Unis, et même au fameux mot de Lincoln, hein, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Jusqu'où c'est crédible, là, Anne Désine ? Là, on a vraiment une opposition entre le gouvernement par le peuple et la Constitution commence par les mots « we the people », nous, le peuple. Et le fait que l'élection ne suffit pas, parce que Trump, cette fois-ci, a été élu avec la majorité des suffrages populaires. Donc la première fois, on pouvait s'abriter en disant c'est à cause de ce mécanisme archaïque qu'est le collège électoral. Bon, il n'a pas obtenu la majorité absolue, il a 49, quelque chose, mais c'est une majorité. Donc il y a une majorité des Américains qui n'avaient pas voulu écouter les mises en garde de Biden et de Harris sur les risques à la démocratie, justement. Manifestement, ça n'a pas été un thème porteur. Est-ce la tyrannie de la démocratie qui faisait si peur à Tocqueville ? Oui, alors justement, l'un des mécanismes pour la construction de la Constitution, c'est que les pères fondateurs avaient constaté que la démocratie pouvait devenir tyrannique dans Avec les une États. tyrannie de la majorité. Voilà, la tyrannie de la majorité. Et donc, ils ont voulu inscrire des mécanismes de contrôle et nous avons maintenant la tyrannie de la minorité. Parce qu'en fait, même si Trump a obtenu la majorité des suffrages populaires, il faudrait voir pourquoi le rôle des podcasts, le rôle d'argent de Musk, le rôle de X, son réseau social mis au service de Trump, quelque part, il n'y a pas une majorité de l'opinion en faveur de ces idées. Et on voit bien, vous parliez tout à l'heure des sondages très en baisse, finalement, des gens qui ont voté pour Trump se rendent compte que Trump les a trompés. Un certain nombre le savaient, eux n'ont pas voulu le croire. Ils ont dit « je vais faire baisser l'inflation ». Et là, il a commencé à dire « oui, enfin, c'est pas ma priorité, et puis il faut savoir souffrir, ça va être difficile un petit peu, mais c'est pour... ensuite, ça va nous rendre la grandeur de l'Amérique ». Donc, on a ces 40% qui ont toujours soutenu Trump, qui ont été un tout petit peu gonflés pour porter Trump au pouvoir, mais on voit bien que c'est simplement une minorité. Et cette tyrannie de la minorité, elle est aussi au Sénat. Au Sénat, il y a 100 sénateurs, mais pour adopter une loi, il faut en fait une majorité de 60 à cause de ce qu'on appelle le filibuster, l'obstruction.
Et ça veut dire que 40 sénateurs, généralement des petits États, qui représentent 40% du PNB, peuvent tout bloquer aux États-Unis. Et c'est ce qui s'est passé durant les administrations démocrates. Vous êtes tous les deux attachés aux États-Unis. Démocratiquement, qu'est-ce qui vous donne, malgré ce tableau assez catastrophique, des raisons d'espérer, Olivier Burtin? J'entends le silence. Alors, oui, je suis assez sceptique, en fait, par rapport en tout cas, dans l'immédiat. J'espère, en fait, même si Trump représente un mouvement populiste de droite, très clairement, c'est l'une de ses inspirations, ce que moi, j'espère, c'est plutôt le renouveau d'une tradition populiste de gauche, incarnée par Bernie Sanders, on en avait parlé juste avant, et d'autres dans l'aile progressiste du Parti démocrate. J'espère que cette tradition-là n'a pas complètement disparu. C'est une tradition qui remonte au 19e siècle, fin du 19e siècle, avec le mouvement populiste. J'espère qu'il y aura véritablement un renouveau au niveau local, puis ensuite que ça se traduira au sein du Congrès. Mais voilà, en tout cas, je pense que dans l'immédiat, les contre-pouvoirs sont un peu neutralisés. Et clairement, il y a peu d'espoir dans l'immédiat, en tout cas, pour que les plans de Trump soient contrecarrés immédiatement. Anne Désine? Moi, j'ai un tout petit peu d'espoir, pas à court terme, car à chaque fois que les États-Unis se sont trouvés dans une situation qu'on va qualifier de très difficile ou dramatique, il y a eu un sursaut. Alors nous en sommes qu'aux prémices, mais on se rend compte qu'il commence à y avoir les démocrates en tant que parti n'existent pas. Mais dans les circonscriptions, les électeurs se réunissent, expliquent à leurs élus, qu'ils soient démocrates ou républicains, qui ne sont pas du tout d'accord de ce qui est en train de se passer. Et donc, quelque part, il peut y avoir, et là on va remettre le peuple au centre, peut-être un mouvement populaire pour expliquer que ce n'est pas ce qu'ils veulent, et peut-être une compréhension finalement que les politiques de Biden sur le plan économique n'étaient pas si mauvaises. Les démocrates ont totalement échoué en mettant l'accent sur toutes ces politiques, sur le genre, les transgenres, etc. En revanche, les politiques économiques de Biden étaient en faveur de la classe moyenne. Le peuple ou les institutions? Où sera la résistance ou la capacité à imaginer autre chose? Olivier Burtin, je pense que c'est plus le peuple, notamment si Trump commence à s'attaquer à certains des programmes clés de l'État-providence américain, Medicaid, Medicare. À mon avis, l'opposition va vraiment monter. Et là, on sera dans le concret. Un grand merci à tous les deux. Merci. C'était intéressant de plonger aussi aux racines historiques des États-Unis. Olivier Burtin, historien, je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation des États-Unis à l'université de Picardie, Jules Verne. Anne Désine, je rappelle le titre de votre dernier livre, Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale, aux presses universitaires de Paris-Nanterre. On retrouve cet échange sur franceculture.fr. Merci à tous les deux.